premier webinaire de l'AMSAD. Vous vous en rendez un petit peu compte parce qu'on essaye de voir comment on s'installe, comment voilà, on tente des choses, mais voilà, au moins on tente les choses. Aujourd'hui, journée particulière puisque nous sommes le 17 mars, première journée nationale de l'aide à domicile. C'est pas rien quand même, et j'ai envie de dire enfin, c'était le moment. Pour commencer, je vais donc laisser la parole à Jacques Vidal, qui est le directeur de l'AMSAD. Jacques, à vous, pour commencer. Oui. Bonjour à toutes et à tous. En général, quand on crée une journée nationale, par exemple la journée nationale des femmes, etc., c'est qu'il y a un gros problème. La prise de conscience de la nécessité de remédier à ce qui est devenu un problème de société. La situation de l'aide à domicile n'échappe pas à ce constat par son manque de reconnaissance, qu'elle soit sociale, sociétale, financière, et donc liée au salaire, mais également organisationnelle, liée aux conditions de travail. Cette journée nationale de l'aide à domicile du 17 mars relève de l'initiative conjointe du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, via son ministre Jean-Christophe Combe, et des fédérations du secteur, dont l'UNA, à laquelle l'AMSAD adhère. Il importe de préciser que l'organisation de cette journée a été relayée au niveau régional par le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine et le collectif La Force Invisible, qui est un collectif composé d'aide à domicile. Je tiens à remercier tout particulièrement notre collègue aide à domicile, Valérie Noël, qui s'est investie dans l'organisation de cette journée à ce niveau régional. En ce qui concerne notre association, justement, je peux vous dire que nous avons la certitude à l'AMSAD que le métier d'aide à domicile est un métier à découvrir, dans le sens où les pouvoirs publics ne tirent pas profit du formidable potentiel que représente cette profession. Ils n'exploitent pas et ils ne valorisent pas la place privilégiée que tient l'aide à domicile au domicile du bénéficiaire. Ce potentiel et cette place privilégiée reposent sur différents rôles. À mon niveau, j'en identifie au moins 4. Un rôle de vigie, d'observateur privilégié de tout ce qui se passe au domicile. Lieu où l'aide à domicile, bien souvent, est la seule intervenante présente au quotidien. Cette présence lui permet d'observer les premiers changements de comportement, bien souvent accompagnateurs d'un début de maladie, tel que la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Michel Franco, médecin généraliste, vous en dira plus dans quelques minutes. Lui aussi est convaincu du rôle majeur que peuvent jouer nos collègues aides à domicile. Les yeux, les oreilles, les différents sens des médecins et des autres professionnels de santé. J'ai une bonne mémoire, Michel, c'est ce que tu tenais textuellement il y a quelques années. Il faut savoir que Michel intervient justement aux côtés de l'AMSAD depuis la mise en place du module d'accueil pour les nouveaux salariés, qui est intervenu en 2014. J'en profite pour lui adresser un grand merci pour sa fidélité et son engagement bénévole. Merci Michel. Outre ce rôle de vigie, l'aide à domicile joue également un rôle de relais de prévention. Ce sont les aides à domicile qui font les courses, préparent les repas, donnent des conseils et peuvent influencer les changements de comportement alimentaire, influencer la façon dont le bénéficiaire pourrait se déplacer en toute sécurité, en prévenant les chutes dans son logement. Je pourrais multiplier les exemples. Au-delà de ce rôle de relais de prévention, l'aide à domicile joue également un rôle d'accompagnant social. Cynthia et nos collègues aide à domicile, Dominique, Nadège, Sandra et Mathias, en donneront des exemples concrets qui, nous l'espérons, pourront être inspirants pour vous, pourront vous donner des idées pour la suite. Enfin, il y a un quatrième rôle qui me semble très important, c'est un rôle en devenir, qui est à imaginer, à construire. Il s'agit du rôle d'agent de développement durable, dans un objectif de recherche d'économie, économie de consommation d'eau, économie de réduction et valorisation des déchets ménagers, de valorisation de certaines bonnes pratiques, le fait de composter, d'acheter les produits alimentaires en vrac, etc. Vous savez que je suis très attaché à ce rôle qui peut contribuer, j'en suis convaincu, à la reconnaissance du métier d'aide à domicile. L'AMSAD peut jouer et doit jouer
un rôle innovant dans ce domaine. Pour finir, la perception de ce métier d'aide à domicile est à la fois à déconstruire pour modifier la vision, l'image qu'en ont la société et les pouvoirs publics, et à reconstruire pour lui donner enfin toute la place qu'il mérite. C'est donc vraiment un métier à découvrir. Voilà. Je vous remercie. Merci Jacques pour cette introduction. En effet, maintenant on va laisser la parole pour une quarantaine de minutes, à peu près, un peu moins. Oui, non? Alors, on va voir. Voilà, pour un certain nombre de temps, au docteur Franco qui va en effet nous parler de la place de l'aide à domicile, de l'intervenant à domicile. Il nous le fait en effet avec brio chaque année, on le remercie. Mais à vous maintenant, la parole. Oui, vous m'entendez bien, ça va? Oui. Alors, j'ai pris quelques notes, mais je vais essayer un petit peu de traduire ou du moins de donner à ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, à donner tout le volume et la dimension de l'importance humaine. L'importance humaine. Ça y est, j'ai perdu mes notes. Donc, je vais me présenter. Je suis médecin retraité depuis 11 ans. Et j'avoue que chaque fois que je viens à l'AMSAD, c'est pour moi un réel plaisir. Un réel plaisir parce que je sais que je trouve à chaque rencontre des personnes de qualité. Alors, souvent, on a l'impression que la qualité d'une personne se jauge à ses diplômes, à sa culture, etc. Mais là, je trouve des personnes de terrain qui ont une dimension humaine qui serait enviable pour beaucoup de nos responsables. Je commence mes interventions en général à l'AMSAD en demandant un petit peu, ou moi je l'ai évalué, quel est le temps passé par les différents intervenants chaque mois, pour un mois, auprès d'une personne en perte d'autonomie. Le médecin, à la louche, à peu près, bon, je suis gentil, une demi-heure par mois. L'infirmière, peut-être une demi-heure par jour, donc ça fait à peu près par mois 15 heures. Un kiné, bon, une demi-heure, 3-4 fois par semaine, mettons 4 heures par mois. Une aide à domicile, c'est 2 heures par jour. Ça fait 60 heures par mois. Si je ramène ça en pourcentage, le médecin, 1%, pour l'infirmière, 20%, pour le kiné, 8%, et pour l'aide à domicile, 70%. Donc, il n'y a pas photo. Alors après, la deuxième question que je pose en général, c'est quelle est la caractéristique d'une intervention auprès d'une personne, qu'elle soit malade ou en difficulté? Il y a d'abord évidemment la compétence technique. On est médecin, on est infirmier, on est kiné, etc. On a passé des diplômes. Or, c'est cette compétence technique qui est la seule habituellement demandée par les recruteurs ou par les pouvoirs publics. Le problème, c'est que ces recruteurs ou ces responsables des pouvoirs publics ignorent ou du moins délaissent, ou peut-être même qu'ils ne savent pas ce que c'est, quelque chose de très important, qui est la qualité de la présence et surtout ce qu'elle apporte. Tout à l'heure, Jacques a bien décrit le rôle de l'aide à domicile dans la prévention, dans le dépistage, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a cette qualité de présence qui est très importante. Et si je devais maintenant, là aussi à la louche, dire entre la compétence de diplôme technique et la compétence en présence, je dirais, pour être très gentil pour le technique, 50-50. En fait, c'est beaucoup plus. Je pense que ce qui fait notre efficacité, ou du moins l'importance de nos interventions, c'est l'humain que nous mettons derrière. Alors, si j'aborde ce sujet de la présence, il va falloir que je la définisse. C'est quoi être présent? C'est quoi la présence? Et comment s'exprime-t-elle? Alors, la présence, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas le docteur que je mets là. La présence n'est pas une apparence. Ce n'est pas parce que j'ai une belle blouse blanche que j'arrive chez une personne que ça va me donner une présence. Non. La présence est une qualité d'être. Elle émane de l'être vivant et de ses émotions. Elle irradie de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, ouverts,
fermé, agressif, disponible, joyeux, déprimé. Et ça, c'est perçu par la personne en face. C'est perçu comment? Nous communiquons sans nous en rendre compte par nos présences et leurs qualités. Alors, je m'intéresse depuis de très très longues années aux neurosciences, les sciences du cerveau. D'habitude, lorsqu'un médecin s'intéresse au cerveau, c'est pour en connaître les maladies. C'est le neurologue. Eh bien, moi, je me suis intéressé au cerveau pour l'importance qu'il a sur notre vie de tous les jours. Or, les neurosciences ont, en 30 années, fait des découvertes extraordinaires. Notamment, ils ont découvert, du moins, ils ont dévoilé un petit peu dans la personne humaine ce qu'on appelle le cerveau social, que moi, personnellement, j'appellerais davantage le cerveau des relations. Deux personnes physiquement en présence communiquent de cerveau à cerveau sans parole. Par exemple, le cerveau de deux amoureux, les cerveaux d'une maman et de son enfant, les cerveaux d'un malade et de son médecin, les cerveaux de l'intervenant à domicile et de son bénéficiaire. Eh bien, ces cerveaux-là, quand ils sont en présence, ils se synchronisent. Et les ondes cérébrales se mettent en phase. On dit, ils résonnent. Ils communiquent grâce à une fonction particulière qui est l'empathie. Et là aussi, les neurosciences ont fait de grands progrès pour définir ce qu'est l'empathie. Cela veut dire que une personne à domicile reçoit 1% de présence empathique de par son médecin, 20% de présence empathique de par son infirmière et 70% de présence empathique de par son aide à domicile. Alors maintenant, il est important je vais essayer de vous décrire ce qu'est cette empathie. On en parle beaucoup et heureusement maintenant, on commence à en définir les caractéristiques. Est-ce que cette empathie est une qualité naturelle propre à chacun? On est ou on n'est pas empathique? Ou est-ce que c'est une fonction mentale que chacun développe ou pas? Les neurosciences démontrent la deuxième hypothèse. Nous développons, nous mûrissons notre empathie. Elles ont découvert, ces neurosciences, que l'empathie est une fonction à plusieurs niveaux et qui se développe à des âges différents. Et là, je vais développer un petit peu. Le premier niveau, c'est le niveau de la sensibilité. C'est être capable, avoir une disponibilité pour ressentir ce que l'autre ressent. Et là, les neurosciences ont découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Un exemple très simple, très très simple. Je prends un clou et je tape très fortement. Et à un moment donné, je loupe mon clou, je me tape sur les doigts. Qu'est-ce qu'on fait en face? Aïe! Cela veut dire que dans notre cerveau, existent des neurones particuliers qui nous font ressentir ce que l'autre ressent comme si c'était nous. Comme si. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Or, ces neurones miroirs forment un système. Il n'y a pas que la sensibilité cutanée, il y a aussi les émotions. Je ressens les émotions d'autrui comme si c'était moi qui étais triste, heureux, joyeux ou déprimé. Je ressens. Cette sensibilité, ces neurones miroirs, ce système miroir doit être développé. C'est-à-dire qu'on les a tous à la naissance, mais il faut qu'ils soient entraînés. Or, le premier entraînement des neurones miroirs se fait dès les premières relations entre la maman et son bébé, entre la papa et son bébé. Le bébé naît sans défense et le fait qu'on soit attentif à lui et qu'on parle les yeux dans les yeux et qu'on communique à lui avec des papas, des papouilles, etc., eh bien, ça va développer ces neurones miroirs. Le deuxième niveau, c'est plus tard, lorsque la maman, par exemple, ou le papa, va mettre des mots sur ce que ressent le bébé. Et à ce moment-là, il va pouvoir associer le mot, ce qu'il ressent. Non seulement le mot et ce qu'il ressent lui, mais également mettre des mots sur les émotions qui apparaissent sur le visage de sa maman ou sur le comportement. Voilà pourquoi, à ce moment-là, le bébé arrive à se développer ce qu'il ressent en lui
et ce que peut ressentir l'autre. Mais en plus, il va pouvoir, plus tard, vers l'âge de 5-6 ans, raisonner, comprendre pourquoi il est malheureux et pourquoi aussi comprendre pourquoi sa maman est malheureuse. On peut, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On peut raisonner sur l'état d'être. Et après, il y a un troisième niveau qui vient beaucoup plus tard, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Tout en restant soi-même, on se sent être soi-même, mais l'autre en face de moi est un autre être humain. Et cette capacité de pouvoir se mettre à sa place va pouvoir aussi faire en sorte que on va le considérer comme différent de soi. Ça va amener au respect de l'être, de l'autre, dans son physique, dans ses idées, dans ses croyances, etc. J'ai mes croyances, je les respecte et je suis capable de les comprendre parce que je peux me mettre à sa place. Et comme ça, nous allons pouvoir évoluer. L'empathie, donc, est une fonction qui doit être développée au sein d'un environnement propice. Si cet environnement n'est pas propice, eh bien, elle ne se développe pas. Et si elle ne se développe pas, il n'y aura pas de relation humaine de qualité. Or, l'empathie est à la base du vivre ensemble, en couple, en famille, entre amis, dans une association, à l'AMSAD, dans un village, dans un pays. L'empathie est le lien de l'amour, est le lien de la fraternité, est le lien de la solidarité. Sans empathie, pas de vie humaine de qualité. Voilà pourquoi toute personne, attention, je vais m'engager, voilà pourquoi toute personne qui a la responsabilité d'autres personnes devrait avoir une empathie pleinement développée, ce que j'appellerais être compétent en humanité. Voilà pourquoi une société devrait donner à ses enfants des conditions les meilleures pour que chacun développe au mieux son empathie, pour que cette société soit solidaire, pour bien vivre ensemble, pour que chacun respecte l'autre dans ses différences physiques et dans ses croyances. Or, maintenant, j'ai perdu ma page, voilà pourquoi je suis un petit peu perdu, mais je vais improviser. Et voilà pourquoi je suis un petit peu dérangé par les récents scandales des maisons de retraite actuelles. Cela veut dire que les responsables de ces grands groupes financiers sont des incompétents notoires en empathie, des incompétents notoires en compétences humaines. Ils devraient être condamnés à la rééducation à perpétuité en empathie. Voilà pourquoi aussi je suis très étonné que les animaux de compagnie soient parfois beaucoup plus compétents en compétences humaines que certains de nos humains. Voilà pourquoi également, on va se demander, mais est-ce que nos intervenants à domicile sont plus compétents que d'autres? Non, ils ont été formés à la même école que nous, dans la même société. Par contre, ils ont l'avantage, par rapport à moi, médecin, et par rapport à d'autres professions, d'avoir le temps. Or, une personne, un bébé ou une personne âgée qui n'a pas suffisamment de temps de relations humaines est une personne qui, d'abord pour le bébé, ne développe pas son cerveau, et pour une personne âgée qui se meurt de solitude. Voilà pourquoi ce temps passé avec la qualité humaine que chacun a en possession est quelque chose de tellement essentiel pour toute personne qui reste à domicile. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'importance humaine de l'aide à domicile. Eh bien, merci. C'était encore une fois fort intéressant, Oui. comme toujours. Alors, je regarde si j'ai quelques petites questions. Je ne vois pas. Ce que moi, je retiens de ce que vous venez de dire, c'est que l'empathie, c'est le lien de la solidarité. Et aujourd'hui, on le voit bien avec nos aides à domicile qui sont en effet, comme vous le dites, 70% du temps, ce sont les aides à domicile.
Donc, encore une fois, voilà, merci d'avoir fait en tout cas cette journée de l'aide à domicile, puisqu'on est sur de la journée de solidarité et que c'est en effet nos aides à domicile, que ce soit homme ou femme, même ce qu'on peut, vous le verrez, puisque tout à l'heure vous allez avoir Mathias qui sera là aussi. On peut aussi être un homme et être aide à domicile, mais en tout cas, c'est eux qui tiennent aussi ce lien de solidarité très important. Et vous le disiez aussi sur une personne âgée sans relation se meurt de solitude. Et ben, quand on entend des personnes âgées que l'aide à domicile est le soleil de leur journée, leur rayon de soleil, et ben, ça se traduit comme ça aussi par ce lien qui est fait, cette humanité qu'elles et qu'ils emmènent avec eux. J'ai une petite question, moi. Vous parliez de rééducation en empathie. Voilà. Est-ce qu'on peut se rééduquer en empathie ou pas? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut développer ça une fois qu'à l'âge adulte, ben voilà, on est à l'âge adulte et on se rend compte que c'est pas… Alors, il y a une caractéristique. Alors, je reviens au cerveau quand même. Et la caractéristique de notre cerveau, c'est d'être plastique, modulable. Alors, certaines personnes, effectivement, parviennent, en avançant en âge, deviennent plus rigides, moins flexibles. Mais un cerveau en flexibilité, quel que soit l'âge, même avancé, même à mon avancé, même au mien, qui est déjà bien, eh bien, j'espère être encore flexible et pouvoir encore évoluer. Mais je pense que d'abord, il va falloir que notre société reconnaisse pour nos enfants toute l'importance de cet environnement empathique. Pour moi, il n'y aura pas de vie en paix à l'avenir sans ce développement. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Alors, si je veux rééduquer une personne, maintenant, on aura je dis pas les techniques, il faut les mettre au point. Tout l'avenir est ouvert dans la manière de… D'abord, il faut que les personnes prennent conscience. Oui. La prise de conscience est essentielle. Et souvent, ces personnes-là ne sont pas conscientes de ce qu'est l'autre personne en face d'elle-même. Il leur manque un truc. Pourtant, ils sont très diplômés. Mais il leur manque une case dans le cerveau, importante. Et on le voit dans certains dirigeants politiques qui envoient des bombes sur des enfants. Il leur manque une case. Et à ce moment-là, ces gens-là, j'espère que dans l'avenir, quand on lira un député, quand on lira un président, nous aurons tous avec nous une échelle d'évaluation de leur empathie. Et on pourra les élire en fonction de leur compétence en humanité. Il est inconcevable qu'un responsable politique puisse diriger d'autres personnes, là je m'engage, là je vais me faire plaisir, puisse diriger d'autres personnes, du moins s'engager pour d'autres personnes, s'il est incompétent en humanité. Là, c'est pas possible. J'ai une question de Kevin. Qu'est-ce qu'un environnement propice à l'empathie, selon vous? Très intéressante. Alors, là, je pense que c'est le fondement. Actuellement, depuis à peu près une vingtaine d'années, les recherches sont faites sur cet environnement. Il y a une théorie qui se développe, c'est la théorie de l'attachement. Donc, il y a des recherches, surtout aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. En France, c'est Boris Cyrulnik qui en est le porte-parole. Et actuellement également, sort sous l'égide du gouvernement un livre sur l'importance des 1000 premiers jours et qui devrait être, à mon avis, diffusé dans les maternités ou avant de devenir parent, etc. Alors là, il donne les conditions sur la recherche actuelle sur le développement de ce fameux cerveau social que j'ai décrit tout à l'heure. Là, il y a des choses… voilà. Donc, je crois que les autorités ont pris conscience de cette importance. On a en effet de plus en plus, on le voit pour en discuter entre collègues, des maîtresses d'école qui commencent aussi à travailler sur l'empathie, la communication non violente, voilà, ce genre de choses. Et en effet, on commence petit à petit. Tout ça parce que nous avons des bases neurophysiologiques, des bases que l'on reconnaît. La découverte des neurones miroirs a été quelque chose d'essentiel. J'espère que ce monsieur aura le prix Nobel
Ce serait bien, en effet. Et alors, sur les neurones miroirs, puisqu'on en a déjà discuté tous les deux, on a en effet plein d'expériences lorsqu'on est aide à domicile. Je vais en faire sourire quelques-unes. Quand on donne à manger à un bénéficiaire, on se retrouve à ouvrir la bouche en même temps que le bénéficiaire. Oui. Et ben oui, c'est aussi ça qui Ah font oui, que on travaille avec nos neurones miroirs pour les aider bien euh, sûr. voilà, dans parfois des choses qu'ils ont perdues ou qu'ils doivent réapprendre, en effet. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Non, il fallait que je me décale pour qu'on voit le tableau derrière moi, ce que j'ai fait. Voilà, qui n'était toujours pas une question, mais je l'ai fait. Est-ce que sur les intervenants, vous avez des questions? Dans ce cas-là, il faudrait me l'écrire voilà, sur le chat. Hop. Eh bien, je ne crois pas. Moi, j'en ai une dernière. Lorsqu'on est aide à domicile et qu'on intervient chez un bénéficiaire où c'est très compliqué, que du coup, on reçoit beaucoup de choses du bénéficiaire, comment on peut faire aussi pour ne pas être une éponge, mais être, voilà, pour essayer de sortir un peu tout ça Oui, ça c'est très important. C'est ce qu'on appelle la juste distance. La juste distance, effectivement. Et là, il y a effectivement un travail sur soi à faire, mais ça a un rapport, ce que l'on peut appeler la conscience de soi. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment conscient de soi. Alors, jusqu'à maintenant, on avait tendance à résumer la conscience de soi sur un plan psychologique. Alors, finalement, ce que l'on commence à découvrir grâce aux neurosciences toujours, c'est que ça dépend aussi sur la conscience que nous avons de notre présence corporelle, de nos émotions. Le soi, et ce sont aussi nos émotions. Donc, il s'agit de développer cette conscience corporelle. Le yoga est une excellente pratique, le sport, mais il faut arriver à bien orienter son attention vers ce que nous sentons de nous-mêmes. Ça, c'est un premier aspect. Après, dans cet aspect-là, il y a cet échange émotionnel. Et dans cet échange émotionnel, si j'ai suffisamment conscience de moi, physiquement parlant, émotionnellement parlant, et que l'autre m'envoie des émotions ou des états d'être négatifs, ou négatifs au sens elle est malheureuse, ou etc. Si j'ai conscience de moi, je vais pouvoir les accueillir, mais ils ne vont pas m'envahir profondément. Donc là, c'est toute une culture à mettre en place également. Merci. Et j'ai une autre question. Alors, qu'est-ce que la différence entre être altruiste et être empathique? Alors, oui, l'empathie, c'est la base, c'est la fonction. C'est-à-dire cette fonction que nous avons tous, ou que nous devrions tous développer, de nous mettre en relation humaine, en deçà des mots, avec autre personne. L'altruisme, c'est une philosophie de vie. Je décide d'être altruiste. Je décide au point de vue, et je crois que c'est une très belle philosophie. Donc, j'utilise, pour être altruiste, je vais devoir utiliser, alors, soit j'utilise mon intellect, et je suis altruiste par mes idées, et là, il me manquera quelque chose. Soit je vais décider intellectuellement d'être altruiste, mais je vais utiliser mon empathie, c'est-à-dire ma présence physique et émotionnelle, et là, ce sera beaucoup plus fort. Alors, ce n'est pas une question, mais une intervention de Jacques qui dit que vous devriez intervenir à la fac auprès des étudiants en médecine ou en parcours pour les infirmiers, en fin de parcours, voilà, qui, en tout cas, avec ce beau message, on aimerait bien vous entendre sur d'autres lieux. Oui. C'est un domaine sur lequel je travaille depuis très, très longtemps. Et je me suis toujours demandé dans mon activité médicale ou dans mon activité de personne humaine, c'est quoi se comporter humainement? Et ça m'a amené à ces réflexions-là sur l'empathie, etc. Je crois que vous avez eu, alors vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, mais une belle rencontre aussi au début de votre carrière qui vous a appris justement que, vous voyez, je vous écoute quand vous venez nous voir. Vous parlez de Timoko. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste une petite minute du coup? Alors là, vous me faites plaisir et vous allez me faire rendre. Ah, je ne peux pas vous émouvoir non plus. Ah oui, vous allez m'émouvoir énormément, parce que Timoko, pour moi, c'est mon… Alors, j'ai fait mes études à Bordeaux, donc j'ai appris la médecine
en faculté avec des professeurs, etc. Et très vite, je ne sais pas pourquoi, il m'est arrivé, j'ai eu une lubie de vouloir partir à l'étranger. Et je suis tombé en Mauritanie, où je ne parlais pas l'arabe, je ne parlais pas, et je devais avoir un traducteur avec moi. Et ce traducteur était Timoko. Timoko, je ne sais pas s'il était, il est certainement allé à l'école, mais il n'avait pas beaucoup de formation. Mais Timoko avait ce que j'appelle une sagesse humaine extraordinaire. Avec un simple regard, il me faisait comprendre l'état d'esprit dans lequel la personne qui était en face de moi. Timoko m'a appris la médecine, mais la médecine humaine. Je n'ai pas appris la médecine humaine en faculté à Bordeaux. J'ai appris la médecine technique, mais j'ai appris la médecine humaine avec Timoko en Mauritanie. Voilà pourquoi Timoko, c'est mon maître. Et il Merci. Merci pour cette belle histoire. Et en effet, ce que j'ai aussi envie de dire à côté de ça, c'est que nos aides à domicile, parfois elles ont des formations, parfois elles n'en ont pas, des diplômes, mais que vraiment cette présence humaine, elles l'ont, et peu importe le niveau de diplôme, peu importe, parfois on a l'impression d'être dévalorisé quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas, et pas du tout en fait, parce que cette présence humaine, Timoko, je pense qu'il n'était pas diplômé en médecine et pour autant, c'est lui qui vous a appris tellement de choses. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire aujourd'hui sur cette journée, c'est que oui, peut-être que vous n'avez pas de diplôme aide à domicile, mais en tout cas, vous avez cette présence humaine qui est juste incroyable et qui apporte tout, en fait. Oui. Oui. Alors là, voilà pourquoi je crois que il faudrait que dans le recrutement, il faudrait tenir compte de quand j'ai dit 50%, 50-50, c'est ça, il faudrait que c'est 50%. Et là aussi, vous relevez quelque chose qui pour moi est très important. Ma maman était une Espagnole qui est réfugiée du franquisme et qui était illettrée, mais je peux vous assurer que ma maman il avait une intelligence intuitive extraordinaire. Donc, l'écriture et la parole, c'est pas tout. Et c'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. On a alors Kevin, je sais qui c'est, est en train justement d'apprendre le métier d'aide à domicile. Il est sur la fin de sa formation et il nous explique qu'en ayant fait des stages, il a ressenti des émotions à travers le regard des bénéficiaires, même quand il n'y a pas de mots. Oui. Oui. Le regard entre un bébé et sa maman. Il n'y a pas de mots. Ou alors les mots, il ne les comprend pas. Mais ce regard-là, c'est d'une richesse extraordinaire. Oui, le regard. Et oui. Donc, messieurs, mesdames, aides à domicile, bravo. J'ai envie de vous dire merci. Et par le temps que vous passez, c'est déjà énorme. Et si un jour, vous devez vous battre pour être reconnu, je vais vous donner les arguments. On vous écoute, je prends un stylo. Les arguments. On va les avoir. Merci à vous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci pour votre intervention. Encore une fois.